J'en parlais hier avec une entrepreneure et qui me disait, là je vais me lancer dans une levée de fonds et je sais pas si j'ai peur parce que je suis une femme d'aller lever des fonds ou est-ce que j'ai peur parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être compliqué que du coup j'ai peur d'y aller. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui a eu lieu le 8 mars dernier, Business Lab, le podcast, consacre tout le mois de mars à l'entrepreneuriat féminin. C'est avec un grand plaisir que je démarre ce mois de l'entrepreneuriat au féminin avec comme première invitée Flore Heniel, déléguée générale de Willa, le premier accélérateur de la mixité dans la tech. Bonjour Flore Heniel. Bonjour. Merci de nous accueillir chez Willa. Alors, je vais commencer avec 2 statistiques. Alors, en France, les femmes ne représentent que 40% des créateurs d'entreprises. Alors ça, c'était les chiffres de l'INSEE en 2019. Et seulement 10% des fondatrices dans l'écosystème start-up. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire, ces chiffres? C'est grave, c'est terrible. Effectivement, les femmes aujourd'hui sont sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial au sens large, et notamment dans la tech. Et même le tout dernier chiffre qui est sorti là démontre que c'est 9% de start-upeuses en France. Donc il y a une légère évolution puisqu'en 2005, quand on s'est créé, quand Willa s'est créé, il y avait 5% de start-upeuses. Ah oui. Donc il y en a un petit peu plus, mais à ce rythme-là, il va falloir attendre encore des dizaines et des dizaines d'années, donc il faut agir. Alors je disais, ici on est chez Willa. Alors est-ce que tu peux nous présenter Willa? Qu'est-ce que c'est? Ouais, Willa, on est une association, loi 1901, donc non-profit. On existe depuis plus de 16 ans aujourd'hui et notre spécificité, comme tu l'as dit, c'est l'entrepreneuriat au féminin. C'est-à-dire que dans tous les projets qu'on va accompagner, il y a au moins une femme fondatrice puisque notre mission, c'est justement d'atteindre cette parité et d'avoir 50% d'entrepreneurs à la tête de start-up, donc des fondatrices. Et il y a quelques années, 2 ans, Willa s'appelait encore Paris Pionnière. Exactement. Donc on connaît Willa en fait de Paris Pionnière quand tu disais que ça fait 3 ans maintenant qu'on a changé de nom. Ouais, c'était Paris Pionnière à l'époque. Et toi, Flore, quelle est ta relation avec l'entrepreneuriat? Moi, j'ai été entrepreneur. C'est ma toute première relation. C'était avant de rejoindre l'incubateur en 2017. J'ai créé une entreprise. Et ce qui était rigolo, enfin je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est que quand j'ai rejoint l'incubateur, le côté féminin n'était pas du tout un prisme pour moi. Je me disais homme ou femme, c'est le parcours du combattant de développer une entreprise et c'est des galères tous les jours, c'est les montagnes russes. Caroline pourra en témoigner. Oui, parce qu'on est aussi en compagnie de Caroline, qui est une entrepreneure qui a été incubée chez Willa, c'est ça? Bonjour, oui, c'est Caroline. Ça, bonjour. Et donc, tu disais que le parcours de l'entrepreneur, que ce soit féminin ou masculin, c'est un parcours du combattant et de la combattante. Et en fait, quand j'ai rejoint l'incubateur en 2017, c'est là où j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. Parce que toi-même, tu t'es fait incuber ici? Non. D'accord. J'ai pas eu la chance d'être accompagnée par Paris Pionnière à l'époque, mais par contre j'ai changé d'avis là-dessus parce que en accompagnant des entrepreneurs, c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence parce que nous-mêmes en tant que femmes, on se met ses propres bâtons dans les roues finalement, mais on nous en met aussi quelques-uns quand on veut développer son entreprise. On reviendra justement sur ce sujet de comment ça se passe quand on est une femme et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, les freins qu'on rencontre ou pas. Mais juste avant ça, chaque semaine, en fait, je demande à mon invité de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Et si tu veux, on peut cibler un peu plus sur l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce que ça t'inspire? 3 mots. En 3 mots, l'entrepreneuriat féminin, ambition, bienveillance et pouvoir.
D'accord. Alors, ambition, je comprends. Ouais, il faut de l'ambition pour développer sa structure, sa boîte. Surtout quand on sait que la moitié des entreprises créées ne passent pas le 5e anniversaire. Donc c'est clair qu'il faut s'armer d'ambition. Et la bienveillance, est-ce que c'est pas un peu un cliché ça? Pourquoi Oui, c'est un mot qu'on peut dire cliché, qu'on peut dire beaucoup, même galvaudé. Non, alors bienveillance, c'est parce que pour moi, en tout cas, c'est une valeur qui est très forte. Et parce qu'aujourd'hui, je considère que si on veut même être simplement manager ou développer son entreprise, c'est avoir un côté très humain d'écoute, de partage. Et c'est pour moi comme ça qu'on peut avancer dans la vie. D'accord. Et le dernier terme, c'était... Le pouvoir. Le pouvoir. Merci. Exactement. Merci Caroline. Le pouvoir, oui, parce que pour moi, c'est aussi changer le regard qu'on a sur soi-même et c'est prendre le pouvoir, qu'on soit un homme ou une femme, c'est prendre le pouvoir pour avoir la place qui nous revient et pour arriver à se faire sa propre place aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que le pouvoir, ça fait pas un peu peur aux femmes, justement? Si. Parce que des études que j'ai lues, les femmes, en tout cas les françaises, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, étaient peut-être moins ambitieuses. Elles fondent des entreprises peut-être plus petites que nos homologues européennes. Donc on va faire des choses à taille humaine, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une question de crainte? C'est une question de crainte, de frein qu'on peut avoir. Après, ça veut dire qu'on monte des boîtes moins ambitieuses ou plus petites. Qu'est-ce que c'est? Je ne dirais pas ça. mais effectivement, les statistiques montrent que les femmes choisissent plus facilement le statut de micro-entreprise. Donc, micro-entreprise dit aussi plus petit salaire, plus petit chiffre d'affaires. En revanche, on a plein d'exemples d'entrepreneurs qui sont très ambitieuses et c'est pas quelque chose qui est spécifiquement féminin ou masculin. Okay. C'est plutôt tout ce qui va être notre héritage socioculturel, tout ce qui est ancré en nous, avec encore des biais cognitifs qu'on a sur notre façon d'avancer dans la société, de créer des entreprises. Mais justement, c'est là où Willa ou d'autres structures d'accompagnement ont un rôle à jouer pour changer ce regard et cette façon de voir les entrepreneurs. Et justement, quelle est la spécificité de Willa? Vous êtes plus dans la tech, dans l'innovation, c'est ça? Alors, ça reprend un peu ton dernier point sur il y a des mots qui peuvent faire peur. Donc, effectivement, donc pouvoir peut faire peur à certaines femmes. Le mot tech aussi peut faire peur. Donc, on parle d'ailleurs souvent plutôt d'innovation. Et aujourd'hui, on aborde un tout petit peu différemment les choses parce que notre mission, si on veut avoir 50% de start-upeuses en France, il faut aussi avoir plus de femmes qui ont envie de passer de l'idée à l'action. Du coup, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, c'est des programmes qui durent entre 1 à 3 semaines pour passer de l'idée à l'action et se dire est-ce que déjà, j'ai envie d'entreprendre? Est-ce que j'ai envie de me lancer en tant que femme, de quitter mon activité salariale qui est parfois assez confortable oui, faut le pour dire se aussi. lancer dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que mon idée peut devenir un business rentable? D'accord. Et donc, du coup, quels sont les critères de sélection? Est-ce que pour intégrer un bootcamp, il faut forcément avoir cet aspect innovation ou ça va pas rentrer? Pas forcément, justement. Okay. Être une femme. D'accord. Si vous êtes dans une, premier critère indispensable. Si vous êtes dans une équipe où vous êtes plusieurs associés, on accompagne les hommes aussi, bien sûr. D'accord. Simplement, il faut qu'il y ait une femme dans l'équipe dirigeante et avec un vrai pouvoir de décision. Donc, si vous êtes 4, 3 hommes, une femme et que la femme a 2% du capital, ça marche pas. D'accord. Il faut qu'elle soit majoritaire, enfin qu'elle est égalitaire avec les autres et qu'il n'y ait pas un rapport inversé dans les prises de décision et dans le développement du business. Et après, en fait, le deuxième principal critère, c'est la motivation. D'accord. Avec les besoins, vouloir être accompagné tout simplement. Et est-ce que Willa est la structure qui répond aux besoins ou pas? Ce que je lisais aussi, c'est que les femmes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, ont peut-être plus besoin d'accompagnement, ou en tout cas l'expriment plus. Elles ont besoin d'informations, d'accompagnement, et justement, c'est ce qu'elles peuvent trouver chez Willa. Tout à fait, tout à fait. Les deux principaux freins à l'entrepreneuriat féminin qu'on lit beaucoup dans les études, c'est le manque d'accès à l'information et le manque d'accès au financement,
qui vont être des freins. Et donc oui, là, on accompagne là-dessus. Donc on accompagne sur tout ce qui va être lié au développement personnel, de se dire je peux y aller, je peux le faire, je vais y arriver. Donc on accompagne beaucoup sur la confiance en soi, sur le leadership, sur comment savoir dire oui et savoir dire non, ce qui est très difficile quand on se lance. Et ça, c'est un problème qui n'est pas spécifiquement féminin. Voilà, c'était ma question. Non, non, c'est les hommes aussi sont confrontés au manque de confiance en soi, ah oui, etc. sortant des clichés, ouais, parce que voilà, mais c'est juste que ça s'exprime pas forcément de la même façon et je peux employer un terme qu'on utilise aussi beaucoup, c'est tout ce qui va être la charge mentale, qui est totalement différente entre les hommes et les femmes, mais qui existe pour tout le monde. D'accord. Pour les hommes aussi ? Oui. D'accord. On n'y penserait pas forcément spontanément. Non, parce que, franchement, on va pas développer. Je vais pas me faire que des amis. Mais oui, il y a ce problème en tout cas pour les femmes qui entreprennent, il y a ce problème de syndrome de l'imposteur dont on entend souvent parler et de charge mentale aussi, puisque dans le foyer, elles passent encore plus de temps à s'occuper de tout ce qui est tâches ménagères que leurs compagnons. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose qui va jouer sur l'état d'esprit de l'entrepreneur. Oui. Alors nous, on reste vraiment sur la sphère professionnelle. Bien sûr, bien sûr. Mais comme on va accompagner sur tout ce qui est le développement du leadership et on peut même parler d'empowerment pour utiliser un mot anglais, il y a forcément des répercussions aussi sur la vie personnelle. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que Willa va révéler le pouvoir des femmes. Et va les accompagner dans la montée en compétences sur le leadership et qu'on va accompagner même l'humain avant même d'accompagner le business. Et justement, comment ça se concrétise Comment on accompagne ? Ouais, enfin, en tout cas, cet accompagnement sur le leadership et cette montée en puissance, comment on la mesure, comment ça s'accompagne ? Alors, on l'accompagne, nous, sous différents formats. On fait beaucoup de collectifs parce que c'est aussi de la démagogie, de la formation, c'est savoir mettre des mots sur des process. Alors, quand tu dis collectif, ce sont des ateliers, j'imagine ? Ouais, exactement, entre 10 et 20 personnes maximum. Parce que au-delà de 20, on va rentrer plutôt dans un format webinar et ça reste pas du coup un atelier dans lequel on va pouvoir travailler et mettre un peu les mains dans le cambouis. Mais on fait beaucoup d'ateliers collectifs, beaucoup d'ateliers qu'on dit en co-développement. Donc en petits groupes, 5 personnes, et on va travailler chacun et chacune sur ses problématiques, mais ensemble pour trouver des pistes de solutions. Et après, énormément de coaching individuel, puisqu'il y a des spécificités en fonction de l'avancement du business, de la maturité, des enjeux, etc. Et ça, Caroline, toi, tu en as aussi profité, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai profité de l'ensemble de l'accompagnement Willa. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé à les frapper à la porte de Willa et comment ça s'est passé, toi, dans ton parcours ? Quand j'ai voulu lancer mon business, je savais pas du tout comment faire. J'avais aucun rôle modèle de femme qui avait déjà lancé un business. Autour de toi ? Non. Et je savais pas non plus, en fait, quelles sont toutes les étapes d'une création de boîte. Je crois que c'est totalement par hasard que j'ai dû taper monter une entreprise Paris. Peut-être que j'ai rajouté femme en mot-clé dans mes recherches Google et que je suis tombée sur Willa. Et c'était quoi ce projet qui t'a poussé à... Alors, ça s'appelait Linky et c'était une solution digitale qui permettait au DRH, donc au directeur des ressources humaines, d'aller questionner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour les prendre en compte dans les décisions politiques qui allaient être mises en place. Et ça, c'est... comment t'es venue cette idée ? Cette idée, elle m'est venue parce que j'étais consultante RH à l'époque. Okay. Et donc, j'accompagnais des DRH sur ce type de sujet et je trouvais que ça manquait d'instantanéité. Ça manquait d'avoir des retours vraiment réels de ce qui se passait sur le terrain. D'accord. Donc, tu as cette idée il y a 5 ans ? Oui, tout à fait. J'ai cette idée il y a 5 ans. Je me dis qu'il faudrait que je la teste. Je commence à rechercher. Je trouve Willa, qui s'appelait Paris Pionnière à l'époque. Donc, justement, tu étais à la recherche d'informations. Tout à fait. J'étais à la recherche de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Comment ça se passe. Comment ça se passe. Et ce qui est ressorti, et c'est vraiment un pur hasard, c'est que Willa organisait ou participait à un Startup Weekend qui était dédié aux femmes. Donc, il s'appelait Startup Weekend Women, auquel, du coup, j'ai participé. Et pour pitcher ton projet ? Exactement, pour pitcher mon projet. Et à partir de là, j'ai eu plus qu'une idée en tête, c'était de rejoindre Willa. Pourquoi ? Parce que ça m'avait semblé être un endroit dans lequel j'aurais toutes les informations dont j'avais besoin, dans lequel on pourrait m'accompagner sur les différentes étapes de mon projet et je serais entourée d'autres personnes
des femmes en l'occurrence, qui font la même chose que moi. Et j'avais vraiment besoin de ce collectif. C'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, c'est une réalité qui est souvent difficile à vivre pour beaucoup. Et donc Willa permet aussi de se créer un réseau, c'est ça ? Tout à fait. Et même être accompagné par Willa ou par une autre structure d'accompagnement, ça multiplie par 2 les chances de succès d'un projet. Donc c'est vraiment important de faire partie d'un réseau et de savoir ce qu'on cherche aussi. Est-ce qu'on a besoin d'expertise ? Est-ce qu'on a besoin de mentorat ? Est-ce qu'on a besoin de faire partie d'un réseau pour échanger entre pairs ? Et ça, Willa l'apporte aussi. Mais on n'est pas du tout les seuls à le faire. Et c'est un peu le principal conseil que je donnerais, c'est faites-vous accompagner, partagez dans des groupes d'entrepreneurs au masculin ou au féminin. Mais partager, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin rapidement. Et donc ça, pour intégrer Willa, tu nous as un peu parlé des critères. Et on peut venir à différents stades de son projet ou vous accompagnez que en primo En fait, on a 3 trames de programmes d'accompagnement en fonction de la maturité du projet, j'allais dire de l'entreprise, mais du projet, parce qu'on accompagne du stade de l'idée jusqu'aux 3 premières années d'activité. À peu près. Donc on est spécialisé plutôt dans vraiment ce qu'on appelle le early stage, donc au tout début de la création d'entreprise. Quand c'est sur de l'émergence, sur de la phase d'idéation, ça peut être tout type de projet. Je peux être encore en poste, je peux être déjà à temps plein sur mon projet. C'est vraiment comment je passe de l'idée à l'action et est-ce que j'ai envie de me lancer ou pas. D'accord. Et ça, c'est un accompagnement sur 3 ans. 3 semaines. 3 semaines, d'accord. Okay. 3 semaines. Ensuite, la deuxième trame de programme, ça va être 6 mois d'accompagnement. Là, on est spécifiquement sur des startups portées par des femmes. Donc, sur des projets qui sont innovants et des projets qui vont aller chercher de la scalabilité. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se répliquer facilement sans être 100% dépendants de l'humain et qui vont aller chercher de l'ultra-croissance. Ça veut dire que là, à ce stade-là, on a déjà monté son... Juridiquement parlant ? Ouais. Non. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, on a déjà une preuve de concept. On a déjà... Je connais mon marché. Je connais ma concurrence, j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, du business model que j'imagine, que j'envisage, pardon. Les 6 mois d'accompagnement, ça va être valider le business model qui va promettre la meilleure croissance et surtout valider sa cible et son marché. D'accord. Et ensuite, il y a le troisième qui est un programme d'incubation de 12 mois. Alors, l'incubation, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que... On va être accompagné pendant 1 an et on va aider à développer le business. Nous, on appelle ça le scale. C'est le programme que Caroline a suivi. D'accord. Et donc là, mon entreprise existe. J'ai une start-up innovante ou qui a pour ambition d'être une start-up pour aller chercher de l'ultra-croissance. Et nous, on va accompagner pendant 12 mois sur tous les aspects de développement de l'entreprise, que ce soit la technique, le commercial, la communication, le financement, et puis tout ce qui est bien sûr aussi lié à l'humain. En tant que chef d'entreprise, toujours l'humain, très important. Et mais ça veut dire que tu as participé au week-end startup. Oui. Et ensuite, tu t'es fait accompagner au dernier stade ? Non, oui, en fait, oui. Oui, non. Comment ça s'est passé ? Si, j'ai participé au Startup Weekend et ensuite, j'ai créé l'entreprise à la suite de ça. D'accord, à la suite du Startup Weekend. Exactement. Je pense que j'avais pas soit j'avais pas les idées très claires sur la première partie, sur le start. Sur les 6 mois, j'ai pas postulé pour rejoindre Willa à ce stade-là. D'accord. Du coup, tu as continué à développer ton projet. Exactement. J'ai créé mon entreprise et j'ai rejoint Willa, oui, au bout de 6 mois, je pense, directement en scale. Ok. Ah oui, ça allait vite. Oui, on a eu de la chance. Il y a plus que de la chance. Moi, je crois pas beaucoup. Et du travail. Et tu étais toute seule ? Alors non, j'avais 2 associés qui avaient rejoint le projet. Ok. Et donc on avait un début de produit, quelques clients, et je crois qu'on était en train de clôturer une levée de fonds quand on a rejoint Willa. Super. Donc oui, c'était super. Et donc du coup, c'est allé assez vite. Et Willa t'a apporté quoi ? Donc c'était de l'accompagnement, mais est-ce que tu avais tes bureaux ici ? Il se trouve que moi, j'avais pas mes bureaux ici, mais par contre. Mais c'est possible, ça peut l'être. Ouais, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. D'accord. Mais par contre, je venais 2 fois par semaine pour suivre soit des ateliers, soit des coachings, c'est des séances de coaching, c'est comme ça. Comme des office hours quand c'est de l'individuel. D'accord. Et aussi, on faisait beaucoup de travaux avec, en tout cas, le fonctionnement, c'est par promotion.
de start-up. En tout cas, c'était le cas quand moi j'y étais. Et on se retrouvait aussi une fois par semaine avec toutes les entrepreneurs de ma promotion pour travailler sur des thématiques propres à chacune d'entre nous. Ah, c'est top. Et ça, je pense que ça a vraiment structuré la croissance de ma boîte. Grâce au feedback des unes et des autres. Oui, à ça, et aussi au fait que c'est dur de monter une boîte. On doit toujours dire que tout va bien à tout le monde. Que ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et ce dont parlait Flore tout à l'heure sur la bienveillance, c'est vraiment pas un mot bullshit dans le cadre de Willa. C'est-à-dire que même quand c'est dur, avec les entrepreneurs de sa promotion, on peut dire la vérité. On peut dire qu'on a dit à tout le monde que c'était génial, mais qu'en fait, on sait pas comment payer ses équipes. Et du coup, trouver des vraies solutions ensemble et avancer. Donc oui, ça a clairement vraiment aidé à ma croissance. Joué. Ouais. Et on parlait de leadership tout à l'heure. Est-ce que tu as vu ou senti une évolution, toi, de ton leadership? Est-ce que c'était une question C'était pas un sujet qui était un de mes enjeux. Et il n'était pas explicite encore à l'époque. On ne mettait pas forcément l'accent particulièrement dessus. Et en fait, on se dit, surtout nous, on va plutôt être le révélateur, mais on va pas créer des leaders. D'accord. C'est qu'en créant aussi un climat de confiance et un espace d'échange qui soit présentiel ou virtuel en ce moment avec la crise sanitaire. Et c'est plutôt booster et se dire je suis capable, je peux y arriver, et on est entre pairs, c'est-à-dire que c'est dur pour tout le monde et on peut, c'est exactement ce que tu disais, faire tomber le masque. Et on doit toujours dire à sa famille, à ses proches, ah ouais, ça cartonne, j'ai plein de clients. Je faisais ça moi aussi il y a 6 ans. Hein. Et en fait, oh là là, mais pas du tout. Là, j'avais un partenariat avec La Redoute, ils viennent de me lâcher. Enfin, sauf qu'on va pas le dire. Parce que ça les inquiéterait et ils remettraient encore plus leur stress sur nous. Exactement. Mais pourquoi tu prends pas une activité de salarié comme tout le monde? Je ne comprends pas. Et justement, est-ce que ça, c'est une question qui peut venir des femmes que vous accompagnez qui se disent finalement c'est trop d'insécurité, c'est beaucoup d'insécurité et... Tout à l'heure, quand je parlais des différentes trames de programme, sur la première, sur l'émergence, on a à peu près 30% de femmes qui créent une entreprise derrière. D'accord. Donc il y en a 70 qui n'en créent pas. Ouais. Donc pour nous, on trouve que c'est énorme. Et elles n'en créent pas parce que finalement leur projet n'est pas viable ou parce qu'elles ne se le sentent plus? Souvent, c'est qu'elles le sentent plus et qu'elles se disent j'ai une idée, mais en fait, du coup, c'est pas de la bonne idée pour me lancer. D'accord. Et souvent aussi, j'ai pas envie de me lancer seule. Et donc, c'est un peu comme le mariage, trouver un associé ou une associée. Donc, je me lancerai quand je trouverai l'idée qui me fera vibrer et qui fera que peut-être que je vais pas me payer pendant 3 ans. Ah oui, c'est aussi un enjeu quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc il faut et le programme est là aussi pour se dire dans quoi je vais mettre les pieds. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup sur la réalité. Voilà, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne se lancent pas. Et même sur le programme de 6 mois, à la fin, l'objectif étant de trouver sa cible et son marché, peut-être que je ne trouve pas ma cible et mon marché à la fin du programme parce que c'est pas le bon moment, parce que ma vie familiale, personnelle a changé, et donc il me faut un salaire tous les mois, et donc je vais reprendre une activité salariale. Ça arrive de temps en temps chez les projets qu'on accompagne. D'accord. Et comment ça s'est passé pour toi? Donc tu as continué? Oui, j'ai continué. J'ai revendu mon entreprise au leader de mon marché. D'accord. Au bout de combien de temps? Au bout de 3 ans. Ok. Et j'ai été engagée dans le cadre de ma vente à diriger le département commercial de cette entreprise-là pendant 2 ans, ce que je viens tout juste de terminer. D'accord. Ce qui me rend libre pour recommencer. Non mais du coup, comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même énorme. Tu crées une start-up. Du coup, on était dans l'innovation, enfin en tout cas dans le digital, on était en plein dedans. Tu exploites cette idée pendant combien de temps? Enfin cette entreprise pendant combien? 3 ans. Pendant 3 ans toute seule? Alors j'ai eu des associés qui sont restés pendant 1 an. D'accord. Et sur ça, Willa m'a énormément accompagnée parce pour trouver un associé. Non, pour accompagner le départ d'un associé qui arrive de temps en temps. Ouais. Qui arrive très souvent. Très souvent. Ça c'est compliqué. Je connais pas une start-up que j'ai accompagnée chez Willa qui n'a pas eu un problème d'association à un moment donné. Ah oui, c'est vrai que déjà se lancer toute seule, c'est compliqué. Et après, il y a la deuxième question, mais c'est comment je trouve un associé et comment je le choisis. Oui.
Une fois qu'il est dans le même bateau avec nous, enfin, si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe Exactement. Et toi, tu avais 2 associés ? Moi, j'avais 2 associés qui sont partis au même moment pour des raisons différentes. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, l'accompagnement de Willa a été hyper important. Déjà pour pour éviter mon propre découragement, disons, mais aussi pour gérer ma relation avec mes actionnaires à ce stade, pour gérer toute la partie juridique qui était liée à ça aussi. Parce que du coup, vous fournissez des experts, entre guillemets ? Exactement. Nous, c'est pas l'équipe Willa qui accompagnons les entrepreneurs, parce qu'on n'aurait pas on n'a pas toutes les expertises, et donc on travaille avec un certain nombre d'experts, que ce soit des professions libérales, que ce soit des avocats, des experts comptables, mais que ce soit des coachs, des experts en communication, en technique, en développement personnel, qui vont couvrir tous les pans. Et donc soit sont des experts, soit des coachs, soit des mentors. Donc du coup, tu as pu... J'ai pu solliciter les expertises de Willa sur ce sujet-là, et aussi dans comment gérer avec les équipes. Pour que ça aussi, c'est les clients. Chose, enfin, oui. C'était vraiment. Quand les premières embauches, enfin, structurer une première équipe, c'est pas forcément naturel. Enfin, si on l'a jamais fait, ça peut être compliqué. Et puis surtout, tu vas avoir tous les aspects RH classique, d'onboarding de quelqu'un, mais quand on est entrepreneur, il y a tout ce qu'il y a derrière, la partie qu'on gère pas forcément, sauf si on est RH, c'est tout le droit social, donc gérer les fiches de paye, tous les contrats qui entourent l'embauche d'un salarié, et de prévoir, si jamais ça ne se passe pas bien aussi, comment est-ce qu'on peut s'en séparer, les périodes d'essai, enfin c'est des choses qui paraissent simples, mais qui peuvent devenir compliquées dans la vie d'une entreprise. Et les incubateurs peuvent être là pour simplifier aussi tout ça, et pour que les entrepreneurs puissent se focusser sur le cœur business, qui est de développer une entreprise et avoir du chiffre d'affaires et croître. Ça veut dire qu'on peut déléguer à Willa ? Enfin, Non. Par contre, on ne va rien faire à la place de l'entrepreneur. Nous, on va donner les clés pour y arriver. D'accord. Donc ça veut dire que vous nous mettez en relation avec l'expert, et une fois qu'on a l'information, on embauche, enfin on déroule, et s'il y a besoin d'une prestation particulière, si je prends l'exemple le plus facile à comprendre, c'est un avocat. Si je dois rédiger par exemple mes CGV, parce que je vais lancer mon site internet, je peux très bien arriver avec mes CGV que j'ai préécrites. Et un avocat chez Willa va les relire, peut les modifier, etc. S'il faut véritablement rédiger les CGV, là, ça va passer par une prestation avec l'avocat, et ça sort de Willa. Bien sûr. Ok. C'est super intéressant, en tout cas. On avait une question, de Sabrina, qui se posait la question de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a une société de bijoux, et elle veut se mettre en relation avec un incubateur, mais elle demandait quelle était la spécificité de Willa. Est-ce que c'est juste comme un réseau féminin, d'entraide féminin, ou ça va au-delà? Et de ce qu'on comprend, c'est que ça va au-delà. Va au-delà, oui. Et du coup, la spécificité, elle, si elle fait des bijoux, c'est pas forcément la bonne... C'est ça. Nous, on va pas forcément être à même de l'accompagner à ce stade-là. En revanche, on redirige dès qu'on peut vers des structures d'accompagnement qui peuvent être intéressantes pour la porteuse de projet. Donc ça dépend en fait de ce que la personne recherche. Est-ce que c'est être mis en relation avec des grands groupes ? Est-ce que c'est avoir accès à du mentorat ? Et dans ces cas-là, par exemple, le réseau Entreprendre est très pertinent. Donc il y a tout ça. Et après, sur l'accompagnement, par contre, nous, tous les ateliers collectifs qu'on organise sont ouverts aux externes. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai envie de venir juste à un atelier parce que j'ai envie de savoir comment on utilise Facebook Manager, par exemple, c'est possible. Je peux venir. On peut s'inscrire. Exactement. Et donc du coup, ça c'est payant ? 5 €. L'atelier. C'est juste pour que les gens viennent quand ils s'inscrivent. Mais l'objectif, c'est pas du tout un modèle économique pour l'association. C'est juste qu'on veut rester ouvert et accessible pour des projets qui peuvent avoir simplement un besoin sur une expertise particulière sans forcément avoir besoin d'être accompagné. Surtout si la personne ne rentre pas dans les critères de start-up innovante,
pour les programmes d'accompagnement plus longs. Et justement, on parlait de modèle économique. C'est quoi le modèle économique de Willa ? De Willa, on a toute une partie de subventions publiques, puisqu'on est une association. On est énormément soutenu par la ville de Paris et par la région Île-de-France. Ensuite, on a toute une partie liée à l'espace, puisque les bureaux ne sont pas inclus dans les programmes d'accompagnement. D'accord. Donc même si on n'est pas accompagné chez Willa, on peut venir travailler chez nous. Donc c'est aussi un espace de coworking. Exactement. D'accord. Exactement. Et la troisième source de revenus pour Willa sont les partenaires privés, donc des entreprises corporate qui vont travailler avec nous sur des programmes spécifiques. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que vous aviez une spécificité sur le sport, sur la sport tech. Oui, aussi. En fait, sur le programme de 6 mois, ce qu'on fait, donc nous, on a celui qu'on appelle le Start, qui est ouvert en continu, qui est généraliste. Et on a thématisé, on a décliné ce programme dans des secteurs de l'innovation et de la tech où les femmes sont sous-représentées. On pourrait faire toutes les déclinaisons de la tech, puisque les femmes sont sous-représentées dans toutes, sauf peut-être un ou deux secteurs. Si on va sur la petite enfance ou sur les RH, il y a pas mal de femmes aussi qui entreprennent. Mais donc on a décliné il y a 6 ans, la première fois, c'était il y a 6 ans, dans le secteur de la sport tech. Et nous, étant plutôt en amorçage, en early stage dans l'accompagnement des startups, notre objectif, c'est d'arriver à féminiser l'écosystème. Okay. C'est-à-dire qu'on travaille avec le Tremplin, qui est spécialisé dans le sport, et notre objectif, c'est de féminiser, de les aider à avoir plus de femmes accompagnées. Femmes accompagnées. Et ça, c'est aussi féminiser du coup l'écosystème des startups et du sport. Ça fait partie de votre manifeste. Donc, exactement. Et justement, ce manifeste qui a été rédigé en 2018, est-ce que aujourd'hui, en 2021, il y a eu des progrès, est-ce qu'il y a eu des réalisations lentement. Si je prends un exemple, à l'issue de ce manifeste, il y a Orange, qui est un de nos partenaires, et Fabienne Dulac, qui est la CEO d'Orange France et qui est membre au conseil d'administration de Willa, qui a pris un engagement lors de ce manifeste, qui a été d'accompagner des femmes entrepreneurs partout en France. Et donc, elle a créé le programme Orange Femmes Entrepreneuses, et dont on est partenaire pour la partie Île-de-France. Et donc ça, c'est une initiative concrète qui fait que plus de femmes sont accompagnées. Et Orange Femmes Entrepreneurs, c'est pour de l'intrapreneuriat ou non C'est entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il y a des concours ouverts où on peut... C'est ça. Il y a un appel à projet par an. Et là, il y a la 3e édition qui vient d'être lancée. Ok, c'est intéressant. Et où est-ce qu'on peut trouver ces informations ? Sur leur site, j'imagine. Et nous, on relaie. D'accord. Sur willa.co. Hellowilla.co. Et sinon, sur tous nos réseaux sociaux, on partage beaucoup d'appels à projets parce que notre objectif, c'est de faciliter l'accès à de l'accompagnement et pas forcément celui de Willa. D'accord. Ok. Ben ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on peut aussi, si on ne trouve pas chaussure à son pied, j'ai envie de dire, on peut Willa peut nous mettre en liaison avec d'autres structures, d'autres. Tout à fait. Et on parlait de financement tout à l'heure, que Willa pouvait aider, en tout cas accompagner dans les demandes de financement, qui sont aussi un vrai sujet pour dans l'entrepreneuriat féminin. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça se passe comment ? Alors concrètement, on va accompagner sur la stratégie de financement. De se dire, parce qu'on se dit souvent, j'ai une start-up, du coup je vais aller lever des fonds. Sauf que peut-être que je n'ai pas envie de lever des fonds et je sais pas forcément c'est pas forcément le bon moment. Voilà, c'est pas forcément le bon moment, j'en ai peut-être pas forcément besoin pour développer mon business. Et puis j'ai peut-être une petite voix en moi qui me dit ne fais pas ça. Et on l'écoute pas forcément et on y va. Donc nous on va accompagner dans l'explication aussi de ce que c'est qu'une levée de fonds. Qui aller voir, à quel moment, comment aller le voir, comment se valoriser, comment faire un pitch deck, tous les éléments dont on a besoin pour faire des levées de fonds, par exemple. Parce que si on le fait trop tôt, on peut se griller. Enfin, non, c'est comme les vies. On a pris une vie. Non, mais disons que toute l'énergie qu'on passe à pas développer son business peut-être trop tôt, c'est de l'énergie qui peut briser notre boîte à un moment, quoi. D'accord, parce que c'est beaucoup, c'est une organisation d'aller lever fonds. Si je vais voir un fonds d'investissement alors que je suis au stade de l'idée,
À moins que vous soyez un entrepreneur ou une entrepreneure extrêmement connue de la place de marché de Paris, ça risque d'être compliqué. Ouais. Donc vous allez vous prendre plein de portes, du coup on va se démoraliser, on va se dire en fait mon projet peut-être qu'il est nul, et on est souvent les plus critiques envers soi-même que ce que les autres nous disent. Et puis exactement ce que tu dis, on perd du temps pour rien. Donc c'est quelle stratégie de financement je mets en place, quel acteur je vais voir à quel moment. Et donc il y a les levées de fonds, mais il y a le financement bancaire, il y a les prêts d'honneur, il y a des subventions, il y a des prêts participatifs aussi, des crowdfunding. Exactement, qui sont des leviers assez intéressants. Donc on va accompagner là-dessus. Et nous on a une petite spécificité, c'est qu'on est labellisé Ville de Paris, comme une vingtaine d'incubateurs à Paris, et on permet d'obtenir une subvention de la BPI, qui est le PIA, qui est une subvention de 30 000 euros. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et Caroline, pour toi, comment ça s'est passé, ces demandes de financement ? Bien, à quel moment c'est arrivé ? Je suis arrivée chez Willa, j'étais en train de clôturer ma première levée de fonds, donc j'ai pas eu la chance d'être accompagnée par Willa à ce c'est stade. ce que tu disais. Oui, tout à fait. Mais effectivement, dans mon cas, j'ai levé des fonds assez tôt, qui n'était pas forcément une idée extrêmement pertinente. Il se trouve que ça s'est bien passé, mais si ça avait duré plus longtemps, c'était que du temps où j'étais pas concentrée sur développer mon activité, trouver des clients, vendre mon produit, l'améliorer. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez dangereux au lancement d'une boîte. Donc si c'était à refaire, tu ferais différemment ? Je sais pas, ça s'est bien passé pour moi, donc du coup c'était ok, mais avec le recul, je vois les risques que j'avais pas du tout identifiés à l'époque. J'y allais vraiment la fleur au fusil. Donc maintenant, je me rends compte que bon, c'était quand même un choix un peu risqué. Et pourquoi, selon toi, Flore, les femmes ont plus de difficultés à avoir des financements ? Et est-ce que c'est vrai ? Parce que ça, c'est ce qu'on lit. Malheureusement, beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, on en parle. J'en parlais hier avec une entrepreneure et qui me disait, là, je vais me lancer dans une levée de fonds et je sais pas si j'ai peur parce que je suis une femme d'aller lever des fonds ou est-ce que j'ai peur parce qu'on m'a tellement dit que ça allait être compliqué que du coup j'ai peur d'y aller. C'est complexe, c'est le serpent qui donc aujourd'hui oui, il y a si on regarde les études, les nouveaux baromètres qui sortent, les femmes lèvent moins en montant, récupèrent beaucoup moins par rapport à ce qu'elles demandent, et même sur du financement bancaire, une femme aujourd'hui statistiquement en France, elle a 2 fois plus de risques d'avoir un refus. D'accord. Pour un prêt bancaire. Donc c'est le cas. Ouais. Il y a plusieurs choses qui expliquent tout ça. Est-ce que c'est parce qu'on demande moins ? Voilà, parfois on demande moins, on se sent pas forcément suffisamment légitime. On a tendance à montrer des business plans qui sont extrêmement réalistes. Et donc quand on demande 500 000, on a vraiment besoin de 500 000 et non pas simplement 300 ou 250. Et après, il y a aussi tous les biais qu'il y a chez les interlocuteurs qu'on va voir, à savoir j'ai des entrepreneurs que j'ai accompagnés qui devaient cacher leur grossesse. À qui on leur posait la question de mais c'est quoi votre roadmap familial ? Alors que quand c'est une équipe où il y a un homme, mais on lui pose même pas la question. Bah oui, c'est quand même des questions. Mais vous avez 30 ans, vous n'avez pas envie d'avoir votre premier enfant ? Quel rapport ? Et pourquoi Sébastien à côté de moi, vous lui demandez pas ? Il a 35 ans aussi, et a priori un enfant c'est à 2. Donc il y a encore tous ces biais liés qu'on voit aussi dans le monde du salariat et qui existent aussi du coup dans l'entrepreneuriat aussi. Ouais. Et comment on se prépare à ça ? Enfin, du coup, c'est du coaching que Willa va dispenser. Alors, rien que le fait de se préparer à ce type de questions, ça évite d'être décontenancé. On peut plus se préparer. Et après, nous, l'accompagnement, il est surtout sur... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quel montant aller chercher auprès de qui et du coup, quels éléments mettre en place pour se préparer. Si j'arrive à un rendez-vous pour lever 300 000 euros mais que je maîtrise pas bien mon business plan, par exemple, ça le fait pas. Si je montre un business rentable à un business angel, c'est pas ce qu'il veut. Lui, en me donnant 1 euro, il veut récupérer 6 ou 7 euros. Ah oui. Donc un banquier ne veut pas la même chose. Donc il y a vraiment tout un travail d'adaptation et de préparation. C'est ce qu'on appelle un pitch deck. Donc c'est qu'on va montrer en fait sa capacité et son besoin en financement en fait. Exactement. Et donc c'est de la préparation, c'est comprendre ce qu'on raconte et avoir les éléments au bon moment à donner.
Ok. Et oui, toi, ça s'est bien passé. Tu l'as fait toute seule, comme une grande. Oui, j'avais de la chance. Je croyais que j'allais changer le monde. Donc, c'était ce que je disais aux investisseurs et c'était ce qu'ils voulaient entendre. Mais en fait, c'est peut-être un bon conseil à donner à toutes celles et ceux qui nous écoutent. En fait, c'est être convaincu de son projet. En fait, c'est ça aussi qui va jouer en notre faveur. Et la pertinence et la cohérence, parce que ça reste du prévisionnel, quel que soit l'interlocuteur à qui on parle, même un incubateur, il y en a qui demandent des business plans à 3 ans, par exemple. Si j'ai pas les clés déjà de comment est-ce qu'on fait un business plan, je risque d'être un peu défavorisée. Et surtout, on n'en sait rien, que vous fassiez 500 000 euros, 1 million, 3 millions, 10 millions à 3 ans. Personne ne le sait. Par contre, à vous de nous démontrer la cohérence de votre BP. Par rapport aux hypothèses qu'on met dedans. Le pourcentage de croissance sur le CA, par exemple, est-ce que c'est cohérent avec la taille de marché et les évolutions du marché actuellement? Est-ce que c'est cohérent de faire 3 millions d'euros si on n'est que 2 dans l'équipe? D'accord. Peut-être, si vous bien. Travaillez avec une agence. Et donc, ah oui, donc on remet tout ça on met face, de la cohérence. Ouais. Justement, ça rappelle une question posée par Clémence qui demandait si vous accompagnez sur la création du business plan, puisque c'est assez compliqué, on lit beaucoup de choses sur internet et au final on sait pas trop vers qui se tourner. Est-ce que c'est une prestation que vous donnez? On en fait, alors oui, c'est inclus dans les programmes d'accompagnement. Il faut se faire accompagner alors. Si Clémence veut venir à un atelier spécifique sur il y a des ateliers. on en fait un tous les 2-3 mois sur la comptabilité pour les nuls, par exemple. Mais on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont fait des études aussi dedans, donc ça aide. Il y en a qui n'ont pas forcément les clés. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut tout connaître, en fait. Oui, c'est ça. Faire semblant de te connaître, en tout cas. Mais il faut pas le dire. Non, mais tout apprendre. Ouais, c'est ça. Tout apprendre. Parce qu'un business plan, quand on a fait des lettres, c'est compliqué, quoi. Et puis après, effectivement, il y a pas mal de contenu en ligne qu'on peut trouver sur les 3 tableaux financiers à savoir compléter, un plan de financement, un plan de trésorerie, un compte de résultats. Mais finalement, savoir de quelles hypothèses je mets, est-ce que je suis en accord avec la levée de fonds que je prévois dans 6 mois? Peut-être pas. Ouais. Donc, il y a toute une partie stratégie à avoir. Et encore une fois, qui est très basée sur l'humain, parce que ça dépend de ses propres valeurs et la vision qu'on a pour soi et pour l'entreprise. Et Caroline, en parlant de vision, est-ce que toi, tu avais déjà, quand tu t'es lancée dans ce Startup Weekend organisé par Willa, est-ce que tu avais déjà cette vision de ce que serait ton entreprise à 5 ans? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Franchement, à ce stade-là, je crois que j'ai été juste animée par le fait de vouloir changer des choses, d'en avoir marre d'être salariée, d'avoir envie de pouvoir tester de nouvelles choses, créer quelque chose. J'avais pas du tout de vision à l'époque de ce que je voudrais en faire. Parce que ça aussi, ça peut être assez culpabilisant ou en tout cas impressionnant, parce qu'on nous demande souvent quand on est porteur de projet ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ta vision? Quelle est ta vision? Où te vois-tu dans 5 ans? C'est hyper compliqué. Ah ouais, mais chez Willa, tu peux dire, mais en fait, là, je me vois nulle part. Non, c'est normal, on va changer, on va pivoter, le business va évoluer, et c'est, même quand on a des projets qui postulent chez nous avec un business model particulier, par exemple, 3 mois après, il a plus rien à voir. Ouais. Et c'est pas grave. La question, c'est plutôt, où est-ce que tu te vois, toi, humainement, dans 3 ans? Est-ce que ton objectif, c'est de développer une PME familiale et ton entreprise, tu veux la transmettre à tes enfants? Ou est-ce que ton objectif, c'est faire une plus-value sur l'argent que tu as investi dans ta boîte et la revendre à 5 ans. Mais du coup, le business, le développement de mon activité, je ne vais pas le faire de la même façon si je vais chercher de la rentabilité ou si je vais chercher de l'ultra-croissance. Donc, pour rassurer les gens qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, c'est pas grave si on n'a pas une vision hyper claire de son projet à 2. Et c'est normal, parce que si elle est très claire et que ça ne bouge pas dans le temps, c'est qu'il y a un problème. Ouais, il faut aussi, on parlait des qualités de l'entrepreneuriat, il faut aussi savoir s'adapter. Exactement. Et ça, je pense que c'est une qualité très féminine. On peut le dire ou pas? L'adaptation. Non, pas forcément. Oui, j'espère que les hommes aussi qui nous écoutent savent faire preuve d'adaptation. En tout cas, les femmes entrepreneurs que je connais, elles sont toutes très adaptables. Elles s'adaptent très bien à toutes les situations, ça c'est vrai.
Mais on arrive presque au terme de l'émission. Est-ce que vous auriez les derniers conseils à donner aux femmes qui nous écoutent, aux femmes qui se sentent prêtes ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Dernier conseil. Moi, j'ai un conseil parce que je l'ai très souvent. C'est j'ai une idée, mais je veux pas en parler. Ouais. Parlez-en. Parlez-en. Si c'est une bonne idée, vous pouvez être sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui est en train de réfléchir et de travailler sur cette même idée. Et du coup, il faut changer? Pas du tout, mais pas du tout. Si c'est une très bonne idée, c'est qu'il y a un besoin de marché, c'est qu'il y a un marché et c'est qu'il y a de la place pour plusieurs. Et la concurrence doit pas faire peur? Pas du tout. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché, donc c'est une très bonne chose. Peut-être que d'ailleurs t'as un... Je confirme parce que pour le coup, quand j'ai eu mon idée, j'ai regardé qui faisait ça. Il y avait 3 ou 4 jeunes entreprises qui se lançaient ou qui s'étaient lancées dans les 6 mois sur le sujet. Ça m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit, ok, c'est que c'est le moment, c'est qu'il y a la place. D'accord. Donc t'y es allé, ça t'a pas freiné. Et toi, Alors, je vais changer de question pour toi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ton parcours entrepreneurial? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je saurais pas dire. On en a vraiment donné tellement. T'es sorti avec la tête comme ça. Vraiment donné des tonnes, mais c'est vrai que on m'a souvent engagée à aller demander l'avis des gens qui étaient pertinents sur leur sujet et de pas hésiter, à parler de mes problèmes à un maximum de monde pour trouver des solutions. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, que j'ai beaucoup pu faire au sein de Willa notamment. Et est-ce que tu fréquentais d'autres réseaux aussi? Alors oui, j'ai fait partie de Paris & Co. D'accord. Qui est du coup plutôt... c'est un accélérateur aussi, mais orienté RH. Totalement pertinent dans ton cas. C'était pertinent, oui, tout à fait. Oui, c'est le seul réseau dont j'ai fait partie en dehors de Willa. D'accord, donc t'allais voir autour de toi aussi, enfin t'étais... Oui, après j'étais dans un coworking aussi, donc j'avais beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Ok. Ça m'a permis de compléter mon réseau. Mais c'est vraiment... Enfin, pour moi, Willa, c'était vraiment le réseau dans lequel je me sentais... confortable, en sécurité, qui m'a aidé à avancer. Donc, à la maison. À toutes les femmes qui veulent se lancer de trouver un incubateur qui leur correspond. Ouais. Pour faire ça dans les meilleures conditions possibles. Ouais, c'est important. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton actualité aujourd'hui? En ce moment, j'accompagne beaucoup de startups sur leur développement commercial, parce que c'était notamment la force de mon entreprise. Et je teste plein de petits projets entrepreneuriaux pour savoir sur quoi me lancer. Parce que du coup, là, Linky, c'est fini. Linky, c'est fini. Et j'ai quitté mon acquéreur il y a quelques mois. Et donc là, t'es à ton compte et en tant que consultante. Oui, exactement. Et je teste du coup des idées de projets entrepreneuriaux en fonction de ce qui me plaît. J'essaie de trouver vraiment le truc qui me correspondra le mieux. Prête à te relancer dans l'entrepreneuriat. Oui, mais pas dans les mêmes conditions que ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire Vite, c'est la fin. On veut savoir, tu peux pas nous laisser comme ça. Non, mais j'ai vraiment envie de trouver des très bonnes conditions, un projet qui me tient vraiment à cœur, des associés en qui j'ai totalement confiance, des moyens de financer qui soient clairs. Disons qu'à l'époque, j'allais vraiment la fleur au fusil. Et maintenant, je veux faire les choses de façon un peu plus professionnelle, disons. Avec l'expérience. Mais profiter de ton expérience. Et quelle est l'actualité de Willa? Est-ce qu'il y a des prochaines choses qui vont arriver que tu peux nous partager? On va lancer dès le mois prochain un appel à candidature sur un programme 100% digital. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que les programmes étaient très présentiel avant le confinement qu'on connaît depuis pile 1 an. Donc on lance un programme 100% digital, accessible partout en fait, tant qu'on parle le français, puisque l'accompagnement sera en français. Donc toutes celles qui ont envie d'être accompagnées, il faut pas forcément avoir un projet innovant. D'accord. N'hésitez pas à postuler. C'est limité, enfin le nombre de candidatures est limité. Oui, parce qu'on fait, comme on disait tout à l'heure, tu en as parlé, on travaille toujours sous forme de promotion. Donc ce sera une promotion de 10 porteuses de projets maximum. Ok, c'est noté. Alors, j'essaierai de vous mettre plus d'infos sur le blog. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup, Flore, Caroline, pour ce temps d'échange avec vous ici chez Willa. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon mois de mars. On continue les interviews d'entrepreneurs féminines. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.